parler de l'euro, qui relève de leurs compétences. Absolument. Ah, ça, on n'en sait rien. Ça va relever le défi, excusez-moi. Bon, vous parlez de l'euro qui devrait relever de leur Merci, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Donc, vous aurez du loisir de leur poser des questions tout à l'heure après leur exposé et leur discussion. Je voudrais simplement d'abord vous présenter nos excuses, puisque nous sommes en travaux en train de construire des salles de classe supplémentaires, et donc il y a quelques désagréments à avoir, ces feuilles de matière plastique et puis ces odeurs de chantier qui arrivent jusqu'à nous. Pour l'instant, je n'y peux rien, mais bientôt, je vous promets qu'on aura un espace impeccable de l'autre côté. Je voudrais également attirer votre attention sur une conférence qui n'est pas inscrite à notre programme, que vous ne pourrez donc pas trouver dans votre newsletter. C'est la conférence de Daniel Soulez-Larivière. Daniel Soulez-Larivière est un avocat français de grande stature qui a publié une quinzaine de bouquins, parmi lesquels L'avocature et les juges dans la balance. C'est un des hommes qui mène la réflexion sur la réforme du système judiciaire français aujourd'hui. C'est un avocat de cabinet absolument remarquable. Et il passe dans la région, il va faire une conférence à l'école de droit de Berkeley et une conférence à l'école de droit de Stanford. Et donc, entre les deux, puisque j'ai eu le plaisir de le rencontrer, de publier certains de ses livres, il fait une petite halte à l'Alliance française et il nous présentera justice française, justice américaine. Il fera les grandes différences entre les deux systèmes français et américain. Je crois que c'est une conférence tout à fait intéressante. Donc, ce sera le mardi 9 mars à 19h. Vous avez des tracts mauves comme ça à l'entrée que vous pourrez récupérer. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Madame, messieurs, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. J'aimerais simplement vous expliquer très rapidement un peu comment nous avons pensé organiser ce débat. Évidemment, selon vos interventions, on peut aussi changer la formule, mais nous représentons, comme vous pouvez l'imaginer, des points de vue très différents en ce qui concerne l'euro. Monsieur Parent qui peut nous parler d'un point de vue diplomatique, politique, Monsieur Denis qui peut nous parler du monde bancaire, des finances de l'entreprise, et moi qui n'y connais rien du tout et qui peut vous parler quand même de l'aspect journalistique, de la petite histoire, si vous voulez, de l'euro et comment c'est perçu par les citoyens. Donc nous avons pensé d'abord vous faire une petite présentation de 5 à 10 minutes chacun. Nous allons commencer par M. André Parent et après nous allons nous-mêmes évoquer quelques questions, soulever quelques questions les uns des autres et nous souhaiterions à la suite de ça vous ouvrir le débat et avoir vos questions, vos commentaires et vos expériences aussi bien entendu. Alors j'espère que ça vous convient comme programme, ça vous semble correct, une bonne idée? Oui? Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'être venu. Bien. J'ai la voix qui porte moins que Marie Galanti, mais j'espère que tout le monde m'entendra quand même. Donc moi, je vais m'attacher à traiter les aspects politiques de la question, ce qui est un peu une gageure dans un espace de temps aussi court. Je vais essayer en fait de démontrer comment la création de l'euro s'insère dans le processus plus global d'intégration européenne, et de montrer également comment ce projet, qui est un projet d'ampleur absolument considérable, est susceptible d'influencer ce même processus d'intégration européenne. Je vais articuler mon propos autour de 3 idées. D'abord, j'ai repris un petit peu le thème ou le titre de cette conférence, l'euro que l'aventure. Je vais essayer de vous convaincre que l'euro, c'est certes une aventure, mais que c'est une aventure raisonnée. Ensuite, j'essaierai de vous expliquer aussi qu'à mes yeux, l'euro, ce n'est pas un aboutissement, mais ce n'est qu'une étape dont le succès est soumis à un certain nombre de conditions. Et puis la troisième idée, j'essayerai d'expliquer en quoi l'euro est un projet, certes, qui a une dimension économique et financière évidente, mais c'est un projet également dont la dimension politique me paraît essentielle et qui est conçu pour déboucher sur de nouvelles avancées de la construction européenne. Alors d'abord, l'euro, une aventure raisonnée.
Je crois en effet que le terme d'aventure convient assez bien, et je crois que c'est une véritable aventure dans laquelle se sont lancés les 11 États qui sont partie prenante donc à cette monnaie unique européenne. C'est une aventure dans les différentes acceptions du terme. D'abord, c'est une aventure en ce sens que c'est un événement hors du commun, qu'on peut qualifier, je crois, d'historique. Le terme est souvent utilisé à tort et à travers, mais je crois qu'il s'agit effectivement d'un événement historique. Historique d'abord en soi parce que c'est, je crois, la première fois que 11 États souverains acceptent volontairement d'abandonner une partie de leur souveraineté dans un domaine aussi essentiel que celui de la monnaie et décident donc d'abandonner leur monnaie nationale au profit d'une monnaie unique gérée par un organisme de caractère supranational. C'est également un événement historique au regard de la construction européenne. Vous savez que cette construction européenne est parsemée, jonchée depuis l'origine, c'est-à-dire depuis le plan Monnet en 1950 qui a donné naissance à la communauté économique du charbon et de l'acier d'un certain nombre de dates clés. Il y a 1957 avec la signature du traité de Rome, il y a 1973 avec l'entrée de la Grande-Bretagne et d'un certain nombre d'autres pays, puis ensuite les phases successives d'élargissement. Il y a 85 avec l'acte unique, il y a 91 enfin avec le traité de Maastricht, mais je crois vraiment que dans une certaine mesure, 1999 et la création de l'euro marquera une charnière dans l'histoire de la construction européenne. C'est donc un événement hors du commun, c'est également un événement, c'est également une aventure parce que c'est un événement complexe dont on sent confusément qu'il aura des conséquences considérables dans tous les domaines, mais dont pour l'instant on ne perçoit pas très clairement les implications, à la fois pour nous-mêmes, pour notre pays, mais également pour les autres pays qui participent à cette aventure et pour l'Europe. Tout le monde a le sentiment que c'est un événement qui va bouleverser nos vies, mais en même temps personne ne sait exactement dans quel sens et jusqu'à quel point ça va bouleverser nos vies, ce qui explique d'ailleurs que ce soit un événement qui cristallise à la fois autant d'espoir et autant de crainte selon que les gens en attendent des effets positifs ou craignent au contraire un certain nombre d'effets négatifs de ce projet. Et puis enfin, c'est une aventure parce que c'est un événement qui constitue un défi formidable pour l'Europe. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de précédent, et surtout il n'y a pas de précédent de création d'une union monétaire qui n'ait pas été précédée par la création d'une union politique. C'est donc une première, et par conséquent, il faudra apprendre en marchant. Et c'est vraiment un projet sur lequel, pour parler familièrement, je dirais que les gouvernements des pays européens vont devoir travailler sans filet. Et puis c'est également un défi que l'Europe est condamnée à remporter. Tout le monde a conscience, d'ailleurs personne n'évoque la possibilité d'un échec de ce projet, même si chacun sait qu'il est porteur de risques importants. Tout le monde sent bien que c'est une aventure ou un pari que l'Europe est condamnée à remporter et qu'il n'y a pas véritablement de retour en arrière possible quand on pense aux conséquences qu'un tel retour en arrière comporterait. Donc c'est une aventure, mais c'est une aventure raisonnée, d'abord parce que, bon, ça c'est évident, c'est une aventure qui a fait l'objet d'une préparation minutieuse. Je crois que rarement, on fait souvent le reproche au gouvernement européen de manquer de volonté politique et de détermination. Je crois que rarement les gouvernants des pays européens n'auront au contraire fait preuve d'autant de volonté politique dans la mise en œuvre d'un projet européen. Je crois qu'il faut se souvenir des difficultés qui ont parsemé la création, la mise en place de l'euro. On a beaucoup évoqué à une certaine époque les fameux critères de Maastricht et la discipline qu'ils ont imposée aux pays européens à un moment même où la conjoncture économique en Europe était difficile. Et malgré toutes ces embûches, malgré toutes ces difficultés, malgré toutes les critiques, les gouvernements européens ont persisté et ont fait preuve encore une fois d'une détermination tout à fait exceptionnelle. Et je crois que l'événement a été préparé avec beaucoup de minutie. C'est également une aventure raisonnée parce qu'il s'inscrit dans un projet d'ensemble qui est de construire l'Europe. Et construire l'Europe, c'est finalement, quand on y réfléchit, le seul projet mobilisateur qui s'offre au peuple européen à l'aube du 3e millénaire. C'est un projet qui, certes, n'est pas sans risque. Il y a des risques, et d'ailleurs, comme je l'ai dit, ces risques suscitent un certain nombre d'appréhensions. D'abord, les citoyens des pays, et ça, je crois que Marie l'évoquera tout à l'heure, se posent des questions, à savoir si ça va marcher. On éprouve également des craintes, on s'interroge sur ce que
vont devenir les pays. On s'inquiète des transferts de souveraineté que le projet va nécessiter ou va imposer. On s'inquiète des risques de perte d'identité que le processus d'intégration européenne fait subir risque de faire subir aux pays d'Europe. Ceci étant, je crois que ces risques que comporte le projet de construction européenne doivent être comparés aux risques qu'il y aurait à ne rien faire. Je crois qu'il y a des domaines dans lesquels, si on ne fait rien, en fait, on fait marche arrière. Je dirais, pour schématiser, que si on reprend l'histoire de la construction européenne depuis l'origine, on peut distinguer deux phases. Il y a eu une première étape qui court en gros des années 50 jusqu'à maintenant, et au cours de laquelle le projet ou l'enjeu, c'était de consolider la paix et de développer un esprit d'entente et de coopération entre les pays européens, pour éviter la résurgence des conflits qui ont parsemé l'histoire de l'Europe depuis l'origine. Je crois que maintenant on a atteint ce stade et plus personne n'a de doute quant au fait qu'on a atteint entre les pays européens un certain degré d'entente et de coopération. Mais on voit bien en même temps que cette Europe, qui reste très prospère, n'occupe pas sur la scène internationale et n'occupe pas dans les affaires du monde la place qui lui reviendrait normalement si l'on tient compte de sa démographie, de son poids économique. Et je pense que la création de l'euro marque en fait le début d'une deuxième phase de la construction européenne, dont l'enjeu n'est plus de créer et de consolider la paix entre les pays européens, mais de rendre à l'Europe la place qui devrait être normalement la sienne sur la scène internationale. Deuxième idée que je voudrais développer, c'est que l'Europe est une étape. Je crois qu'il faut être entièrement convaincu que l'Europe, ce n'est pas un aboutissement, et que la monnaie unique, ce n'est pas une fin en soi. La création de l'euro, c'est un début, et la monnaie unique, c'est un instrument. Sur un plan purement théorique, c'est vrai que la création de l'euro est elle-même porteuse d'effets positifs, à la fois pour l'économie des pays participants, et également pour le processus de construction européenne. D'abord, pour l'économie des pays participants, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont induits par la création de la monnaie unique qui devraient exercer des effets positifs sur l'économie des pays participants. Je pense que François Denis les évoquera tout à l'heure, mais la transparence des prix, la concurrence accrue entre les entreprises, le fait que les opportunités qui seront ouvertes par la création d'un vaste marché unique de 300 millions d'habitants, tout ceci devrait avoir la disparition des opérations de change aussi, et donc la baisse de coûts que ça entraînera pour les opérateurs économiques. Donc tout ceci devrait avoir un effet positif sur l'activité et avoir également un effet positif pour les économies des pays européens en termes de croissance et d'emploi. Les effets positifs pour le processus de construction européenne, ils résulteront du fait que la création de l'euro va consolider normalement le sentiment d'appartenance des citoyens européens à un ensemble commun. On reproche souvent à l'Europe, à la construction européenne, d'être très abstraite et très immatérielle. Je crois que le fait de partager une monnaie unique et le simple fait concret de disposer, de partager des billets ou des pièces, de pouvoir aller d'un pays à l'autre en Europe sans avoir besoin de changer son argent, le fait de pouvoir comparer les prix dans la même unité de compte d'un pays à l'autre, tout ceci devrait logiquement développer un sentiment d'appartenance à un ensemble commun. Et en plus, la création de l'euro va également développer, ou devrait en principe également développer la conscience de partager un destin commun. Je crois que, pour dire de façon un peu schématique les choses, les peuples européens devraient maintenant avoir le sentiment qu'ils sont embarqués sur le même bateau. Ceci étant, donc ça c'est sur un plan théorique, dans la réalité je crois que les choses sont plus compliquées et que les avantages qui sont attendus de la création de l'euro ne vont se produire pleinement que si un certain nombre de conditions sont réalisées. Alors ces conditions, quelles sont-elles? J'en vois au moins trois. D'abord, il faut qu'il y ait une bonne coordination entre politique monétaire et politique économique. Je crois que c'est ce que dans le jargon des financiers on appelle le policy mix. Cet aspect de la coordination entre politique économique et politique monétaire est d'autant plus important que la Banque Centrale Européenne, qui est l'organe chargé de gérer la monnaie commune, et les gouvernements des pays participants n'auront pas forcément au même moment les mêmes objectifs.
Je veux dire par là que la Banque Centrale Européenne, son problème, ça sera essentiellement donc, de gérer la monnaie et donc de défendre la valeur de la monnaie. Et donc la Banque Centrale Européenne sera très attentive à tous les risques de dérive inflationniste et veillera par conséquent à maintenir les taux d'intérêt à des niveaux qui permettent de prévenir ces risques. Les gouvernements, eux, ont forcément des préoccupations qui sont des préoccupations plus politiques. Le problème des gouvernements, c'est d'assurer un niveau de croissance qui permette de réduire le chômage ou en tout cas de prévenir une nouvelle aggravation du chômage dans les pays participants. Et il n'est pas dit que des tensions n'apparaissent pas entre la Banque centrale d'une part et les gouvernements d'autre part, notamment en période de ralentissement de l'activité économique. On a d'ailleurs noté au cours des derniers jours ou des dernières semaines un certain nombre de déclarations de part et d'autre qui montrent que déjà certaines tensions commencent à apparaître. La deuxième condition, c'est la coordination des politiques économiques des pays de la zone euro. Ça paraît évident, mais pour coordonner efficacement la politique monétaire d'une part et les politiques économiques d'autre part, encore faut-il que les politiques économiques soient elles-mêmes efficacement coordonnées entre elles. Alors au départ, l'application des fameux critères de Maastricht ont permis d'assurer une convergence relativement forte entre les économies des pays participants à l'euro au moment du lancement de l'euro. Par ailleurs, vous savez que ces pays ont signé un document qu'on appelle qui s'appelle le pacte de stabilité et de croissance, par lesquels ils s'engagent en plus à respecter ces critères à l'avenir et notamment à contenir leur déficit des finances publiques dans des limites extrêmement rigoureuses. Donc en théorie, là aussi, il y a des mécanismes qui existent pour garantir que l'évolution des économies des pays participants soit relativement harmonieuse. Ceci étant, il n'est pas du tout certain que ces mécanismes soient suffisants. Et là non plus, on ne peut pas exclure l'apparition entre les États membres d'un certain nombre de divergences, voire de tensions, notamment en cas d'évolution différenciée de l'économie, notamment en cas de ce qu'on appelle un choc asymétrique, c'est-à-dire une perturbation qui affecte plus particulièrement un pays participant. Je veux dire, dans un système normal, quand il y a une région dans un pays ou à l'intérieur d'une union monétaire qui est... avant la création de l'euro, lorsqu'un pays était affecté par des perturbations, il pouvait essayer de corriger ses déséquilibres en modifiant ses parités de change. Maintenant, il n'y a plus de parité de change, donc on ne pourra plus utiliser l'élément monétaire ou l'instrument monétaire pour corriger ces disparités. Par ailleurs, il n'y a pas au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau communautaire, un budget qui soit d'une ampleur suffisante pour permettre de corriger ces déséquilibres. Donc il y a un risque qu'en cas de choc asymétrique, les pays membres concernés n'utilisent les moyens qui sont à leur disposition, c'est-à-dire essentiellement les moyens budgétaires, les autres instruments économiques dont ils disposent, pour essayer de corriger ces déséquilibres, au détriment bien évidemment de la cohésion de l'ensemble du dispositif. Donc il faudra aller au-delà de la simple coordination des politiques économiques telles qu'elles existent actuellement à travers les mécanismes du pacte de stabilité et de croissance. Et c'est la troisième condition que je vois. Je crois qu'il faudra harmoniser les autres instruments de la politique économique, et notamment les instruments fiscaux, tout ce qui concerne la réglementation du travail et également les politiques sociales des différents États membres. Je crois que cette harmonisation non seulement sera nécessaire, mais qu'elle va par ailleurs dans la logique de la création d'un espace économique et monétaire unique, où les conditions économiques doivent être suffisamment homogènes pour éviter des distorsions de concurrence ou la création de déséquilibres qui peuvent nuire là aussi à la cohésion d'ensemble. Il est évident que cette harmonisation risque d'entraîner des révisions déchirantes et de hâter la mise en œuvre de réformes de structure qui auraient été de toute façon indispensables et que la création de l'euro va rendre encore plus urgente. De ce point de vue-là, je crois que l'euro va constituer... Je crois que l'euro, je disais tout à l'heure, ça n'est pas un aboutissement, ça n'est pas non plus une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes. Les problèmes restent devant nous.
les problèmes ne sont pas les difficultés que rencontrent les économies des pays européens, les archaïsmes qui continuent d'affecter le bon fonctionnement des économies européennes. Tout ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je dirais même que l'euro va agir comme révélateur et va forcer ou imposer aux pays concernés de mettre en œuvre des mesures ou de prendre des réformes qui sinon auraient pu peut-être être retardées. Troisième idée, c'est que l'euro est un projet politique avant tout. D'abord, il a été engagé pour des raisons politiques. Historiquement, si on se reporte à la date au début de l'affaire, il faut se rappeler que le traité de Maastricht date de 1991. C'est-à-dire que ce projet a été conçu au lendemain de la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide et de la réunification allemande. Et c'est une idée d'initiative française et le projet au départ est un projet purement politique. L'idée du président Mitterrand, puisque c'est lui qui était à l'origine de ce projet, c'était que si on ne faisait rien pour ancrer l'Allemagne dans l'Europe, l'Allemagne risquait, compte tenu de ce qui se passait à l'Est et compte tenu des contraintes que lui imposait l'obligation d'intégrer une partie importante de son territoire. Donc l'Allemagne risquait de se détourner de ce processus et que ça risquait d'être la fin de ce mouvement de construction européenne et qu'on risquait de voir réapparaître au sein de l'Europe des clivages qui avaient disparu depuis une trentaine d'années. Donc c'est un projet politique dans son origine même. C'est un projet politique aussi dans ce sens où les conditions nécessaires à son succès, que je viens de mentionner, coordination des politiques économiques, entre politique économique et politique monétaire, coordination des politiques économiques et harmonisation des instruments, ces conditions ne seront réalisées qu'au prix d'un effort accru d'intervention. Je crois qu'il faut avoir conscience que l'euro, pour reprendre, je crois que c'est Raymond Barre qui disait ça, sur une référence, c'est une construction à l'envers. C'est-à-dire qu'on a construit le toit avant de construire les fondations. Il y a une union monétaire, mais il n'y a pas d'union politique. On a confié la gestion de la monnaie commune à un organisme de caractère fédéral, la Banque centrale européenne, mais en revanche, les politiques économiques continuent d'être du ressort des États membres. Je crois qu'il est évident que l'euro ne pourra pas fonctionner si cette situation persiste, et que par conséquent, faute d'avoir réalisé l'union politique avant, il faudra la réaliser après. Donc, aussi bien la logique propre de l'euro que la nécessité d'assurer son succès pousse à une coordination plus grande, à une harmonisation plus grande, à de nouveaux transferts de souveraineté et à terme à la constitution d'un gouvernement économique de l'Europe. C'est un processus à l'envers, mais ça ne doit pas surprendre. Je veux dire, c'est pas par hasard, et ça n'est pas non plus le fait d'une faute d'inattention des responsables européens qui, à l'époque, auraient pris des décisions sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient. Je crois que c'est comme ça parce que c'est tout à fait délibéré, et c'est un processus qui illustre parfaitement la logique d'engrenage qui a toujours présidé depuis l'origine à la construction européenne. Je crois depuis le plan Monnet de 1950, c'est comme ça que l'Europe s'est construite. C'est-à-dire selon une approche pragmatique, pas à pas. On commence par développer, c'est ce que disait Jean Monnet, on ne peut pas commencer par des grandes constructions théoriques ou par des constructions institutionnelles. Il faut commencer par développer des solidarités communes à la base, dans des domaines bien déterminés, étendre progressivement les champs de coopération, en faisant en sorte que chaque étape en appelle d'autres. Et puis progressivement développer des politiques communes et créer des nouvelles institutions pour mettre en œuvre ces politiques. Je crois que l'euro se situe exactement dans la poursuite de cette logique, à une échelle évidemment beaucoup plus importante, mais on est bien dans la poursuite de cette logique. L'euro est un pas, mais ce pas en appelle lui-même d'autres, et l'euro ne pourra fonctionner que si le processus d'intégration se développe, et si on voit apparaître notamment le début ou l'amorce d'un gouvernement économique de l'Europe. Donc la difficulté, on est dans la logique de ce qui s'est toujours fait jusqu'à présent, il n'y a rien de nouveau. La difficulté, cette fois-ci, elle tient au fait d'abord que le saut réalisé est beaucoup plus important que les précédents. On change d'échelle avec la création de l'euro.
Et la difficulté tient également au fait que ce pas important, ou ce pas nouveau, il intervient à un moment où l'euro est engagé par ailleurs dans toute une série d'exercices qui sont absolument cruciaux pour son avenir, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle l'agenda 2000, c'est-à-dire la réforme du processus de financement de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la réforme des institutions, qu'il s'agisse de l'élargissement. Ce sont des sujets que je ne vais pas développer ici, mais il y a donc un certain nombre. L'euro est un chantier en soi, mais il y a parallèlement, l'Europe doit mener de front un certain nombre d'autres chantiers qui sont également très, très importants pour l'avenir de la construction européenne. Ce qu'on peut espérer, et je crois que ce que nous souhaitons tous, c'est que les pays participants et l'Europe réussissent dans cette entreprise et qu'elle fasse preuve de la même volonté politique et de la même détermination dans la mise en œuvre de l'euro et dans la poursuite de ces différents chantiers que celles dont elles ont fait preuve pour assurer le lancement de l'euro. En conclusion, je dirais que la relation entre l'euro d'une part, la création de l'euro d'une part, et la construction européenne d'autre part est une relation complexe, en ce sens que la création de l'euro est une avancée considérable pour l'Europe, mais elle n'est qu'une étape. Et il y a deux questions que l'on se pose habituellement en ce qui concerne l'euro. La première, c'est est-ce que ça va marcher? Deuxièmement, est-ce que ça va faire avancer le processus de construction européenne? Mon sentiment, c'est qu'en fait, les deux questions se rejoignent très largement. C'est-à-dire que ça fera avancer le processus de construction européenne dans la mesure où ça marche. Et pour que ça marche, il faut aller davantage dans le sens de l'intégration européenne. Voilà, je passe maintenant, j'ai été trop long. Je passe maintenant la parole. Non, mais je crois que c'est une remarquable parce que finalement, on n'a pas tellement envie de répondre à vos questions. Donc on va. Parce qu'on n'a pas les réponses. Alors moi, j'étais en tout cas très troublé parce que je n'avais pas fait ce rapprochement d'entendre que finalement tout a commencé par Jean Monnet et qu'on arrive à la question de l'euro. Il y a quand même un rapprochement tout à fait intéressant. D'ailleurs, en fait, l'Europe qui a commencé sa marche en avant en janvier de cette année, c'est encore très balbutiant, mais vous savez, dans le fond, c'est comme le nouveau-né, sa première expression commence par l'euro. Alors, il ne faut pas qu'on s'attendrisse vis-à-vis de ce nouveau-né de façon excessive, mais il faut essayer de réfléchir pour voir si l'attention de ces 11 et peut-être bientôt ces 15 géniteurs permettra à cet euro de se développer et de progresser. Alors moi j'essaierai d'être assez rapide, 3 points principaux. Un, pour commenter un peu ce que c'est que ce nouvel euro, en quoi c'est une nouveauté, comment les institutions se sont mises en place au plan économique, et qu'est-ce que ça représente au plan économique, ce qui est le deuxième thème, et troisièmement, quels obstacles faut-il surmonter. Alors Dieu sait s'il y en a, j'essaierai d'être bref sur chacun de ces points, et je suis sûr que j'aurai plein de questions sur chacun de ces sujets. Alors le nouvel euro, en fait, donc, a commencé le 1er janvier de cette année, en sachant que, en fait, il fait suite au système monétaire européen, dans lequel participaient 13 pays, donc il y en a 2 qui n'y participent pas, c'est le Danemark et la Grèce. Les 11 autres sont restés dans l'euro et ont décidé d'y adhérer, et donc abandonner leur monnaie qui, maintenant, s'est fondue au sein de cet euro, où les rapports de parité sont fixes entre chacune de ces devises, et la cotation s'effectue tous les jours. Alors l'euro, en fait, a démarré à peu près à 1,17. Alors c'est intéressant, peut-être un peu technique, mais dans le fond, c'est la seule devise, en dehors de la livre sterling, qui est cotée dans ce qu'on appelle le certain. C'est-à-dire que, en fait, autrefois, on vous disait $1 égale, par exemple, 5 francs 80. Mais là, c'est l'inverse. C'est 1 euro égale 1,17 ou 1,18 $, ou maintenant 1,12. Donc, je ne sais pas, c'est probablement un sentiment de confiance, où on s'est dit, ça y est, on va être meilleur que les Anglais, nous devenons une devise importante, et on l'a décidé de prendre les choses à l'envers, mais je crois que c'est important. Deuxième point, c'est que le système monétaire européen donc, existait finalement, et tout ceci s'inscrit dans une continuité, et on a simplement dit, maintenant on va faire en sorte que les parités soient fixes. C'est tellement une obsession qu'il n'y a pas très longtemps, et hier tout simplement, lors de la réunion du G7, c'est ce que développait l'Europe finalement dans ses rencontres avec les autres pays du G7, en disant nous, ce que nous souhaiterions, c'est une espèce de parité étroite entre le dollar, le yen et l'euro. On y vient.
Alors, c'est vrai pour la devise, c'est vrai pour les taux d'intérêt. Donc, dans le courant du mois de décembre, il est arrivé un rapprochement de ces taux d'intérêt qui sont arrivés au jour le jour à environ 3%. Et puis aujourd'hui, la devise est cotée, elle est cotée à Bruxelles. Donc, vous avez une référence qui s'appelle l'Euribor. Et l'Euribor, en fait, c'est la moyenne des cotations de 57 banques, parmi lesquelles il y a toutes les banques des 11 pays européens, enfin, toutes les banques principales. Et vous avez les 4 banques représentant les 4 pays qui n'ont pas encore adhéré, et vous avez 5 banques de l'extérieur, dont 3 banques américaines. Donc, ça n'est pas seulement les banques de l'euro qui participent à la cotation de l'euro. Alors, en sachant que les Anglais, parce que c'est classique avec les Anglais, ils ont essayé de créer aussi leur Eurolibor. Ils ont dit, bah non, dans le fond, les Européens, ils ne savent pas bien ce que c'est, nous on est en dehors, mais on va créer notre truc. Et ben, ça n'a pas marché. Alors, soyez ravis. Finalement, le vrai système, c'est celui qui est à l'intérieur de l'euro, c'est l'Euribor, c'est lui qui cote. Alors, les évolutions, voilà, les courbes, ça prouve quand même qu'il y a de l'intérêt. Hein, et les volumes représentent à peu près additionnés la moitié de ce que représentaient les volumes dans chacune des monnaies composantes, ce qui s'explique parce que finalement les gens ne couvrent plus les monnaies composantes, ils ne couvrent que le global. Donc c'est important, ça, bien entendu, des traductions, parce que dans le fond, nos volumes de change à nous, les banques, ont sensiblement diminué, je le regrette, mais enfin après tout, je crois que c'est mieux pour tout le monde. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les contrats en cours dans chaque monnaie sont restés valables. C'est un sujet qui est quand même très important, qui concerne aussi bien le particulier que l'entreprise. Quand on a des contrats dans chacune des devises, ben, ces contrats continuent. Ils continuent suivant un principe qu'on appelle le principe de la continuité, c'est logique, et de la substitution des intérêts, c'est-à-dire qu'on continue à payer les intérêts dans les devises dans lesquelles on a conclu le contrat au départ, et donc les taux d'intérêt vont rester les mêmes. Et simplement, à la fin du contrat, s'il va au-delà de 2002, eh ben on payera en euros, mais avec une contre-valeur qui correspondra exactement à ce qu'on aurait payé, par exemple, en francs. La Banque Centrale Européenne publie elle-même un nouvel indice, qui s'appelle EONIA, qui est en fait un indice de valeur moyenne des taux, et qui nous permet de la référence. En France, il y a le TNP, ben c'est la même chose, c'est un taux de référence qui est publié par la Banque Centrale Européenne. Alors les banques nationales peuvent se refinancer auprès de la Banque Centrale, et y déposer leurs excédents en euros. Alors les taux, aujourd'hui, c'est un système d'open market, c'est-à-dire qu'en fait, on met en pension des créances que l'on peut avoir dans chacun des 11 pays de la communauté pour avoir en contrepartie la possibilité d'emprunter devant la Banque centrale, ou on peut déposer à la Banque centrale. Les taux aujourd'hui de la Banque centrale sont entre 4,5% pour les prêts, 2% pour le dépôt, et ils sont pires que nous, et ça devrait normalement se rapprocher à 3,25 et 2,75. Donc ça va être très proche. Les échanges, alors c'est quand même très important parce qu'on ne se rend pas bien compte, vu comme ça, mais ça a été un mouvement considérable. C'est une tâche énorme que de mettre tout ça en place. Donc sont faits en temps réel, à travers un système européen qui s'appelle Target, et où toutes les banques communiquent entre elles de façon permanente. Donc il y a un échange constant. Et à travers également des systèmes dans chacun des pays nationaux. En France, par exemple, ça s'appelle le TBF. Par exemple, en BNP, pour vous donner des chiffres que je connais bien, on a été obligé de modifier 65 000 programmes. On a eu 400 projets, on a dépensé 300 millions de dollars pour essayer de tout mettre en état, et on s'est aperçu, alors c'est important parce que c'est à la fois vrai pour le problème de l'euro, mais c'est vrai aussi pour le fameux en 2000. On se rend compte qu'on n'a peut-être pas suffisamment intégré le problème des sous-traitants. Et que si nous étions prêts, certains de nos sous-traitants n'ont pas toujours été prêts. Et on s'est aperçu qu'on avait certains de nos traitements qui n'ont pas toujours répondu aussi bien qu'ils le devraient. Peut-être que vous en avez souffert, mais vous voyez, je vous en donne déjà les explications à l'avance. Alors les particuliers comme les entreprises peuvent dès à présent s'adresser à leur banque, et puis peuvent le faire à travers par exemple notre filiale, la Bank of the West, qui est l'interface un peu avec la BNP ici, sous ces angles des particuliers. Ils peuvent disposer en France de comptes en euros, ils peuvent bénéficier de tous les moyens de paiement en euros, sauf les espèces bien sûr avant l'an 2002. Ils peuvent effectuer des opérations en francs et en euros sur le même compte, que celui-ci soit tenu en francs ou en euros. Ils peuvent obtenir des informations sur le montant et la monnaie d'origine lorsque les opérations ne sont pas dans la monnaie de tenue du compte. Et enfin, ils peuvent demander à tout moment, sans changer la référence, de changer leur compte, par exemple de francs, en euros. Ou même inversement, s'ils le souhaitent, mais enfin, les allers-retours, c'est pas tellement bienvenu. En général, c'est plutôt dans un sens et pas dans l'autre. Donc voilà un peu, de façon relativement rapide et schématique, ce que c'est que ce nouvel euro. Alors, c'est deuxièmement, et j'irai très vite, une nouvelle réalité économique. Pour vous avez cette petite brochure, elle vous le dit.
je pense que ça a un petit peu changé. On vous dit que les États-Unis représentent à peu près 25% de la richesse mondiale, l'euro 24%. Je pense que l'écart s'est légèrement accentué, mais malgré tout, l'euro est une force économique très significative. Au plan de la population, il représente près de 300 millions d'habitants, alors que les États-Unis sont 270 et le Japon 126. Donc voilà un peu les forces en présence. Et surtout, ce qui est important, pour citer quelques statistiques, c'est la part dans le commerce international. Les États-Unis en représentent 17%, l'Europe en représente 13%, et le Japon, l'Europe est 11%, et le Japon 9%. Et dans la part des réserves, et là aussi c'est important pour les questions qu'on peut se poser sur les vertus comparées de chacune de ces devises, les États-Unis 61,5%, le yen 7% et l'euro 17,5%. Alors c'est quand même un phénomène important, sachant qu'à travers ces réserves, il y a parfois des réserves de chacun de ces pays participant à l'euro dans la devise du pays d'à côté. Donc je ne suis pas très sûr qu'on reste à 17,5% dans le futur. L'euro devrait jouer également un rôle majeur sur le marché des capitaux, c'est que toutes les transactions maintenant sur le marché des capitaux sont en euros, et que la capitalisation boursière des sociétés de l'euro représente à peu près 20% des capitalisations mondiales. Si on y rajoute, alors on ne sait pas si ceci se produira, ce que représente Londres, plus particulièrement la place de Londres qui est très considérable, on arrive à 30%. Donc c'est une part très importante, en sachant que le Japon représente 18% et les États-Unis en représentent à peu près 50%. En ce qui concerne les émissions d'obligations internationales, et ça aussi c'est un vrai sujet, aujourd'hui c'est 37% pour les États-Unis, 17% pour le Japon, 27% pour l'euro. Si on y rajoute l'Angleterre, c'est 35%. C'est dire que, parce que je crois qu'il faut voir dans cette évolution de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, à travers l'euro, c'est la libre circulation des capitaux, dans le fond, et c'est à travers cela la possibilité d'avoir accès à l'ensemble de ces 11 marchés de façon immédiate, et donc pour les investisseurs, de se dire, j'ai en face de moi quelque chose d'unique. Et d'ailleurs, on met ensemble les cotations de chacune de ces bourses, cela étant, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que les fonds de placement, pour 78% de l'ensemble des fonds de placement sont américains. Et donc, c'est européen pour 35%, mais c'est quand même des fonds de placement américains notamment qui vont de ce côté-là être déterminants quant aux évolutions. Alors les disparités en Europe sont encore nombreuses, au plan social, linguistique, culturel, enfin je pense que Marie nous en dira beaucoup plus que moi, mais on a, grâce à cela, plusieurs atouts importants. Un, meilleure mobilisation du capital, c'est ce que je venais de dire. Deuxièmement, disparition du risque de change, je crois que tu l'as évoqué. Troisièmement, rationalisation de la gestion. Et ça, c'est un point très important, et on le voit quand on rencontre les grandes entreprises américaines, par exemple, qui disent maintenant, pour nous, l'Europe, c'est un tout. Et je vais pouvoir, à travers cela, centraliser ma gestion des achats, mes flux de trésorerie, ma comptabilité, mes encaissements, mes stocks, ma distribution. Enfin, on arrive fondamentalement à un modèle maintenant qui permet une appréhension unique. On va avoir une harmonisation des prix de vente. Alors l'harmonisation, ça ne veut pas forcément dire que les prix vont baisser. Ça peut se faire à la hausse. Je dirais même que les esprits chagrins disent, vous comprenez, maintenant on va exprimer ça en euros, comme les gens arrondissent, au lieu de vous dire c'est 99 francs 99, ça va faire des 99 d'euros et ça risque de nous coûter plus cher. C'est très possible. Alors les écarts de prix d'ailleurs sont très considérables. Moi je regardais ça, et ça sera peut-être partie de vos questions, mais on arrive à 30-40% d'écarts de prix sur les mêmes articles d'un pays à l'autre de l'Europe. Les écarts fiscaux, j'en parle pas, et si c'est une de vos questions, c'est également extrêmement conscient, on pourrait y revenir, mais il y a des différences fantastiques. Ça permettra enfin une plus grande diversité dans le choix des partenaires financiers. Alors ça devrait réduire les coûts d'intermédiation. Alors il y a des grosses polémiques aujourd'hui, ce que vous avez peut-être vu, parce que les banques se sont d'ailleurs fait un peu rappeler à l'ordre. On a dit, attendez, vous avez gardé des commissions de change, là, et qu'est-ce que ça veut dire? Alors là aussi, je ne suis pas à répondre à vos questions sur ce sujet-là, mais malgré tout, l'intermédiation va quand même diminuer, et on va avoir un grand marché, et on va avoir un message plus simple qui s'adresse à l'ensemble de ce marché. Alors ça veut dire qu'on va incontestablement connaître une concentration au sein de l'Europe, parmi les grandes entreprises. On va avoir des regroupements. On voit aujourd'hui des discussions importantes qui sont en train de se dérouler, notamment dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de la concentration boursière, par exemple, la place de Londres, qui essaye de jouer toujours son rôle, à essayer de s'entendre avec la place de Francfort. Enfin, on va voir de plus en plus ce type de mouvement. Alors, est-ce bon, est-ce mal?
l'histoire nous permettra de le juger, mais effectivement, il y a quand même des effets à la fois positifs et négatifs dans ce type de situation. Enfin, et dernier point, parce que je vois que le temps court, je dirais que c'est une route qui est encore semée d'embûches. Alors, j'aurai 3 points simplement. Premièrement, l'avènement de l'euro intervient dans une période de ralentissement économique. On a un fond de crise mondiale, l'Asie, l'Amérique latine, la Russie, qui ne facilite pas la mise en œuvre de tout ceci qui est reposé sur des principes de globalisation économique. Donc, il y a une donnée qui, en fait qu'au plan du positionnement dans le temps, ça ne se passe peut-être pas exactement au moment le plus idéal pour mettre en œuvre une politique de ce genre, en sachant que le taux élevé de chômage incite plutôt à la montée des revendications nationales. Deuxièmement, et je pense que André vous en a parlé, donc je serai extrêmement bref, les budgets sont très faibles. Le budget européen représente 1,2% de l'ensemble du PNB de l'ensemble des pays d'Europe. Le budget de la Fed, du budget du gouvernement fédéral américain représente 20%. Donc avec ça, c'est une toute différence. On ne peut pas faire grand-chose. La BCE, donc la Banque Centrale Européenne, a des réserves qui sont relativement importantes, 39 milliards et demi d'euros, c'est important. Mais ces réserves peuvent aller très vite. Il suffit qu'il y ait fondamentalement une attaque contre une monnaie, il va falloir essayer de la défendre. Et il n'est pas exclu, même s'il y a des parités fixes, qu'on dise tiens, pourquoi on n'attaquerait pas la lire italienne? Et à ce moment-là, on attaque la lire italienne, par exemple, en la vendant contre du mark. Qu'est-ce que va faire le mark vis-à-vis de ça, même si ce n'est pas du mark en soi, même si ce sont des attaques qui risquent de se faire à travers des mouvements économiques indirects. Donc, on n'est pas sûr qu'en cas de crise majeure, on pourra suffisamment répondre à ce genre de situation. En fait, la Banque Centrale Européenne n'a que très peu de moyens de pression. On a fait allusion aux différents principes de convergence qui ont donné des éléments de référence communs à l'ensemble des pays qui se sont rapprochés, en sachant que l'endettement des États, de toute façon, n'a jamais été respecté. Mais le seul sujet sur lequel il y a une possibilité de contrôle, c'est le déficit public annuel. Et c'est le seul point sur lequel la Banque centrale a fondamentalement un moyen de coercition, puisqu'elle peut pénaliser les pays participants en leur demandant de déposer sans intérêt jusqu'à 0,5% de leur produit national brut, ce qui est quand même très considérable. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. La Banque centrale n'a pas beaucoup d'outils de mesure. Elle a un indicateur M3, donc, qui est un indicateur d'évolution de croissance de la masse monétaire, qui lui permet de surveiller, mais elle n'a même pas de décision claire en matière d'inflation. Disons qu'elle fait des recommandations dans chacun de ces domaines, et que la recommandation est de 2% actuellement sur l'inflation, mais qu'on a vu de façon récente qu'il y avait des contradictions profondes entre ce que certains pays revendiquaient en matière d'inflation et des déficits publics, par rapport à ce que la Banque centrale était effectivement prête à lâcher, et on va se trouver forcément devant des contradictions entre un monde libéral et un monde keynésien, entre un monde ouvert, orthodoxe, ou un monde ouvert ou un monde orthodoxe. Et donc, je crois qu'on va incontestablement se trouver face à ces diverses tensions, et on ne sait pas encore très bien comment tout ceci saura se résoudre, mais je crois qu'on peut faire confiance à ce qui jusqu'à présent s'est déroulé dans l'Europe. Et André a rappelé le pragmatisme qui a présidé à l'évolution de notre Europe. Je crois que c'est à travers cela que finalement on pourra trouver les réponses, et qu'aujourd'hui le mouvement est lancé et qu'il est porteur d'espérance. Comme je vous l'avais annoncé au départ, nous avons des regards évidemment très différents sur cette construction européenne et sur le lancement de l'euro. Pour ma part, j'ai tout d'abord un regard de nord-américaine. Bien qu'observatrice assidue de la scène française depuis plus de 30 ans, je suis américaine et j'ai un regard, si vous voulez, de l'extérieur. J'aimerais vous persuader que j'ai aussi un détachement, une objectivité journalistique, mais je pense que je fais partie d'une profession qui a été malmenée depuis quelques mois, et l'objectivité n'est peut-être pas notre point le plus saillant en ce moment. Ceci étant, j'essaie quand même de garder une objectivité par rapport à l'euro et à l'Europe. Mais je dois vous dire aussi que là je rejoins la pensée d'André Parent. Pour moi, c'est une aventure. Et je pense que nous avons une chance incroyable
que d'être témoin de cette aventure. Et c'est quelque chose d'inimaginable, de se dire ben, c'est quelque chose qui se fait peut-être pour la première fois dans l'histoire du monde, et nous sommes là, nous pouvons suivre chaque petit débat, nous pouvons en mesurer les dangers, nous pouvons avoir des théories, des hypothèses sur son avenir. Tout ça me semble absolument merveilleux. Et mon regard sur cette Europe, sur cet euro, c'est un regard d'admiration sans borne, en fait. Et donc, ça teinte aussi mon objectivité, si vous voulez. Et je suis très heureuse de pouvoir faire un peu partie de cette aventure. Ceci étant, je trouve aussi que la création européenne, le lancement de l'euro, ça donne lieu à des tas d'incidents, de moments qui ne seront certainement pas recensés dans les livres d'histoire, dont on ne fera auxquels on ne fera aucune allusion dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. Mais puisque nous sommes témoins, je pense qu'on doit savourer aussi ces petits moments. Et ils sont révélateurs aussi de comment les gens qui doivent quand même vivre avec cet euro et vivent dans cette Europe, comment ils réagissent à tout ce processus. Et je pense juste en guise d'exemple à un débat qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse française au mois de janvier, juste après le lancement de l'euro, et plus particulièrement dans le Figaro, mais ça a été repris par d'autres publications, et c'était sur comment devaient s'appeler les 11 pays qui font partie, donc qui ont adopté la monnaie commune. Alors évidemment, la presse avait bêtement adopté Euroland. Et donc, donc d'autres ont voulu tout de suite franciser à Euroland 2, ce qui évidemment a donné lieu au débat. Euroland a été rejeté par des tas de gens. Bannissons cet affreux Euroland qui sont les frites et leurs hamburgers des parcs d'attractions, disait-on. Si ce mot s'impose phonétiquement, au moins est-il impératif de l'écrire à la française, avec un E muet à la fin, Euroland 2. Bon. Le débat a été ouvert à tous les lecteurs du Figaro, et je trouve que c'est très intéressant que justement ce soit développé en grand débat, qu'ils aient reçu des centaines et des centaines de lettres, et que ce débat ait été alimenté pendant quelques semaines. Alors les lecteurs, eux, sont allés de leurs suggestions. Alors on a eu droit au Eurolympe, Eurogalaxie, Euralie, Euravi, Eurodi, Eurocadie, et j'en passe. Alors finalement, on a soumis le débat à l'Académie française, qui avait si bien tranché par la féminisation des titres et des fonctions. Donc on leur a confié cette mission, et je dirais, avec un manque caractéristique d'imagination, l'Académie a proposé zone euro. Voilà. Donc, c'est un exemple, si vous... Disons que, pour moi, je trouve que c'est le genre de dispute qui implique quand même les gens. Et bon, vous savez qu'il y en a eu des tas et des tas de ce genre, on peut revenir si on a un petit moment plus tard. Et je pensais, vous évoquiez tout à l'heure le président Mitterrand, je pense à cette scène qui m'a fait sembler très amusante à l'époque. Vous vous rappelez, au moment de l'inauguration du tunnel sous la Manche, M. Mitterrand et la reine d'Angleterre avaient été les premiers à franchir à bord de... Enfin, c'était dans la voiture de la reine, mais ils avaient été mis sur la navette là, qui traversait le tunnel. Et le président Mitterrand, après, s'était retourné vers la reine d'Angleterre et avait dit qu'il avait trouvé cette traversée, mais très confortable, dans la Rolls-Royce, la souveraine, évidemment. Et donc, c'était de ces moments, et même la reine d'Angleterre avait souri. Et ça avait été quand même très sympathique. Et ce sont de ces scènes qui, je pense, ont alimenté, continuent à alimenter la construction européenne. Et je trouve que c'est fascinant d'observer par les journaux, par la télévision, par les discussions avec les gens, de voir un peu comment la perception de l'Europe a évolué.
Et là, c'est une appréciation très très personnelle que je vous soumets, et vous pouvez tout à fait en avoir une autre et on peut en reparler, mais je note environ 5 moments dans cette construction européenne, et ça coïncide aussi avec le lancement de l'euro. D'abord, je dirais qu'il y avait un moment d'incrédulité abstraite, dans le sens où on n'y croyait pas trop. Oui, vous savez, l'Europe, on en parle beaucoup, mais bon, on verra ce que tout ça donnera. Bon, ça, c'était un premier moment qui a quand même duré assez longtemps, à mon avis. Deuxième moment qui était un moment, je dirais, plus de peur, même de panique. Et c'était une crainte qui se manifestait à tous les niveaux. C'était, vous vous rappelez, les campagnes « on va perdre nos fromages ». Il y avait cette publicité que les centres Leclerc, qui depuis, cette chaîne d'hypermarchés, qui depuis sont devenus d'ardents promoteurs de l'euro, mais à l'époque, les centres Leclerc avaient pris de pleines pages dans les journaux, montrant un immonde chaudron de sorcières bouillonnant d'une matière horrible qui dégoulinait de tous côtés. Et autour de ce chaudron immonde, il y avait tous les beaux fromages de France. Il y avait les caprices des dieux, les Münster, les brie, les camemberts, les chèvres, bon, etc. Et il y avait une énorme légende qui disait le fromage européen qui sera le premier à vouloir en manger. En se laissant bien entendre que cette bouillie dans le chaudron était ce mélange des 365 fromages. Vous vous rappelez qu'à l'époque, le prince Charles était venu d'Angleterre défendre les fromages français. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. Enfin, moi, ça m'a semblé très amusant à l'époque. Donc, cette crainte, oui, on va perdre nos fromages, on n'aura plus le droit de faire nos foie gras, mais aussi, on ne sera pas prêt. Ou bien, vous savez, madame, il faudra se lever tôt le matin pour être compétitif avec l'Allemagne. Et après, et même avec l'Italie. Et il y a un troisième moment, donc je pense que cette crainte quand même est dissipée. Troisième moment qui est plutôt un moment d'acceptation. Et oui, madame, l'Europe, il faudra bien qu'on s'y fasse. De toute façon, on n'a pas le choix. Et ça a duré, je dirais que même encore l'année dernière, c'est ce que j'entendais le plus souvent, c'était le son de cloche qui ressortait le plus d'interviews à la télévision, dans les journaux, dans les magazines. Et il y a eu, évidemment, forte campagne gouvernementale à l'appui, avec un appui très très important de la presse écrite et télévisée. Et je dirais que cette acceptation un petit peu fataliste, on n'a pas le choix, on ne nous a pas demandé notre avis, vous savez, qu'au moment du lancement de l'euro au mois de janvier, ça a cédé à ce qu'on a appelé l'europhorie. Et il y avait, et j'étais en France à ce moment, et ça me semblait relativement palpable même, il y avait une certaine fierté qui se dégageait. Il y avait aussi une connaissance, une compétence. Tous les journaux sortaient des suppléments de ce genre. Ça, c'était donc la vie économique de la République du Centre. Donc, pas seulement les grands journaux parisiens, mais avec des explications, avec des jeux. Vous avez même, et ça, je laisserai là, vous avez même un jeu de société sur l'euro à l'intérieur. Bon. Et toute une série d'opérations pédagogiques, d'opérations ludiques, qui avaient comme seul but de démystifier l'euro, et je dirais même de faire aimer l'euro. Et je pense que les gens, l'impression que j'avais du moins, c'est que les gens ont été un peu pris dans ce mouvement, et c'était avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme qu'on parlait de l'euro, en tout cas ces premières semaines de janvier. Si j'en juge par les journaux et par la télévision, je dirais que quelques semaines plus tard, malheureusement, nous retombons dans un autre moment qui est celui d'une perte d'enthousiasme. Et je vous cite juste à l'appui un article qui était dans le journal Libération il y a quelques jours, c'est donc du 17 février,
Et le titre est « L'euro n'attire guère le chaland ». Et ça cite quelques statistiques, et plus précisément, ça démontre comment, au tout début, eh bien, il y avait un certain nombre de personnes qui voulaient être les premiers à avoir un chéquier en euros. Et on dit même, en janvier, les chéquiers en euros représentaient 4% des demandes de carnet. C'est pas énorme, mais vous savez, 4%, c'est déjà quand même un bon petit mouvement. Et maintenant, on est tombé à 1%, même pas un mois plus tard. C'est intéressant. Et on disait, je cite la BNP, la BNP, très bonne source, de source sûre, la BNP recense 100 à 150 paiements par jour, uniquement en euros maintenant. Et ça, c'est avec sur 5 millions de clients. Donc évidemment, c'est très très peu. Donc même si on a fait valoir aux gens, oui, à partir du 4 janvier, vous pouvez avoir un chèque en euros, vous pouvez payer vos factures en euros, vous recevez, on vous dit vous payez vos impôts en euros, mais en fait, les gens se heurtent à tout un ensemble de charges bancaires que François Denis nous expliquera très très certainement. Et il y avait un reportage à la télévision il y a 2 ou 3 jours encore, comment un monsieur en France voulait envoyer un mandat en euros à son ami en Allemagne. Il avait dû payer une commission à la banque en France qui représentait, disons, 3%, mais du côté allemand, il y avait une autre commission de 12% à payer. Vous voyez, elle est beaucoup moins chère en France. Oui, oui, voilà. D'où un besoin d'harmoniser. Donc, tout ça fait qu'il y a là, en ce moment, il y a un certain découragement. Et ce découragement, moi je le vois d'un assez mauvais œil, dans le sens que l'euro ne marchera pas si les gens ne l'adoptent pas, s'ils ne sont pas enthousiastes. Alors, il y a l'affichage en euros, je n'ai pas volé ici, mais je l'ai demandé. Vous connaissez tous le livre de, comment elle s'appelle, Polly Platt, French or Faux. Elle explique très bien, quand on veut quelque chose en France, on fait semblant d'avoir un grand problème. Alors, au Monoprix, j'ai annoncé à un gérant qui était là que j'étais journaliste américaine, j'avais un énorme problème. Je souhaiterais rapporter une de ces petites pancartes en euros. Et est-ce que je peux l'acheter? Je lui ai dit. Il me dit, madame, si vous la cachez discrètement, vous pouvez l'emporter. Hérité de cette petite affichette qui, évidemment, maintenant dans les supermarchés, dans les grandes surfaces en France, est apposée juste à côté ou juste au-dessus des prix en francs. En dépit de ces tentatives, en dépit du fait qu'il y a un timbre-poste, par exemple, qui a la valeur en francs et en euros, en dépit de tas et de tas de petites, moyennes et grandes choses, si on n'arrive pas à faire aimer l'euro, eh bien on s'attend, et là corrigez-moi si j'ai tort, mais on s'attend à ce que les Français, du moins, pourraient bouder l'euro en l'an 2002 et ne rien acheter avec l'euro s'ils sont obligés d'utiliser des euros. Ce qui évidemment pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'économie. Chaque pays, bien évidemment, doit faire face à cette note affective de comment faire accepter l'euro de façon différente, mais je trouve qu'en ce moment, et je vais m'arrêter là-dessus, on est un peu à un moment, à une impasse. On s'attend donc à de grandes opérations au niveau gouvernemental, au niveau de la presse, pour essayer de relancer cet enthousiasme et de passer peut-être à un autre moment qui sera sinon d'europhorie, mais au moins d'une europhonie, exactement. Donc là-dessus, je vous remercie de votre attention. Et je pense qu'on souhaiterait vous ouvrir le débat à vous, parce que nous avons évoqué... On a un peu trop parlé. On a un petit peu trop parlé, et on souhaiterait que vous ayez la parole. Si vous n'avez pas de questions, on peut vous en suggérer d'ailleurs à ce moment. Oui,
bien sûr, parce qu'on note évidemment, et là aussi les études sont assez précises à ce sujet, qu'évidemment plus les gens sont instruits, plus ils sont extrovertis, parce qu'il y a même des études psychologiques qui ont été faites, comment faire accepter l'euro, plus les gens sont extrovertis, plus ils ont tendance à voyager, évidemment, plus ils sont jeunes, plus c'est facile de faire accepter l'euro. Disons que tout ça, oui, ça me semble évident. Mais je pense qu'il y avait quand même au début, enfin fin décembre, début janvier, j'avais quand même l'impression que le mouvement, et là d'autres personnes ont peut-être une expérience différente, que le mouvement était quand même plus collectif, qu'il n'était pas limité justement à cette catégorie plus apte à apprécier ou à accepter l'euro. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait un désenchantement. Je crois qu'il y a eu un coup de projecteur qui a été mis sur l'euro au moment du lancement, et puis maintenant les gens sont pratiques. Je veux dire, ils attendront, ils utiliseront l'euro quand ils seront obligés de le faire. Je ne crois pas que les gens aient une relation affective avec la monnaie, quelle qu'elle soit, et je ne pense pas qu'ils auront une relation plus affective avec l'euro que celle qu'ils auront avec le franc. Quand ils peuvent utiliser des francs, et dans la mesure... C'est toujours désagréable de changer ses habitudes. Donc je crois que tant que les gens ne sont pas obligés de faire le passage à l'euro, ils continueront d'utiliser des francs. Le jour où ils seront obligés, en 2002, de passer à l'euro, je pense que la transition s'effectuera probablement avec un certain nombre de difficultés, notamment effectivement pour les personnes âgées, dont vous avez tous l'exemple de personnes qui continuent à raisonner en ancien franc plus de 40 ans après le passage au nouveau franc. Donc ce sera encore beaucoup plus compliqué. Mais les gens n'auront pas le choix, et je crois que finalement, ils utiliseront l'euro parce qu'il n'y aura que ça. J'ai lu aujourd'hui qu'un politique de l'extérieur, surtout des États-Unis, du Canada, de banane. Et jusqu'à ce point qu'il y a un monsieur qui voulait dire qu'il allait revenir à 4 pour résoudre les problèmes légaux. Les problèmes légaux. Et vous n'avez pas, M. Parent, parlé des problèmes de la loi. Pas les bananes, mais la loi. Quel est le critère légal sur le contrôle? Non, peut-être ce qu'on peut dire par rapport à votre question, c'est que la guerre de la banane, entre guillemets, il y a des républiques pour ça, mais la guerre de la banane est l'illustration d'un problème plus général qui est celui des conflits d'intérêts. Et qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir des discussions économiques globales entre plusieurs pays, notamment entre les États-Unis et l'Europe, pour essayer de voir si on accepte ici de baisser les quotas, enfin d'augmenter les quotas en matière de bananes non communautaires, parce que vous savez qu'elles viennent des pays d'Afrique, etc. Donc il y a des accords spécifiques. Il y aura sans doute d'autres compensations ailleurs, mais je crois que ce n'est pas lié à l'euro. C'est un problème de façon plus générale que celui de ces négociations commerciales vis-à-vis de secteurs économiques qui ont eux-mêmes des échanges. Mais ce n'est pas un problème euro. Il n'y a pas de rapport avec l'euro. Une question probablement idiote du point de vue de la finance qui m'est passée par la tête pendant que vous parliez. Alors bon, Attendez. Banque centrale européenne. Quel est votre prix? Banque centrale européenne, d'accord. Et est-ce qu'on peut concevoir une bourse européenne? Alors, non. Alors, votre point est tout à fait important. D'abord, je voulais dire que quand on dit que l'euro n'est pas encore une réalité, c'est tout à fait vrai. Notamment en ce qui concerne les chèques. Pourquoi? Parce que dans le fond, on peut pas tellement utiliser ces chèques pour payer dans les magasins. Mais en revanche, c'est déjà une réalité au niveau de la bourse. Il y a en France 10 millions de Français qui ont des comptes de titres. Et ces 10 millions de Français sont totalement d'ores et déjà sur l'euro. Donc pour eux, c'est une réalité. On a assisté à des discussions importantes. Les Français, comme toujours, ils ont tendance à penser que la Terre tourne autour d'eux, et parfois c'est l'inverse. La Terre a continué à tourner sans les Français, en se disant, bon, dans le fond, espèce d'axe Paris-Bonn, enfin c'est plus Bonn d'ailleurs, mais enfin la France-Allemagne va continuer à fonctionner, et on va avoir un choix privilégié, les Allemands viendront vers nous et on fera quelque chose ensemble, et on s'est aperçu que c'était les Anglais qui avaient essayé d'avoir une espèce de système commun, donc de cotation
avec la bourse de Francfort et la bourse anglaise. Et finalement, les Français sont venus et disent « Monsieur, est-ce qu'on peut aussi participer ?» Donc, on est fini par rentrer dans ce système, et vous avez absolument raison, il est probable que tôt ou tard, on aura un système où on aura des cotations qui seront uniques, et peut-être au même endroit d'ailleurs. Enfin, rien n'a dit de le penser. Donc, bourse centrale européenne. Oui, c'est pas du tout... Pour l'adoption de l'euro, il me semble qu'un point important, c'est les avantages que vont voir les gens. Et aujourd'hui, il n'y a peut-être pas d'avantage évident. Bon, à ce titre, ce qui me paraît très important pour l'avenir, c'est comment va se faire l'harmonisation des politiques sociales et fiscales. Et là, au lieu d'avoir l'avantage, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Alors, où en est-on aujourd'hui de la préparation de cette harmonisation des politiques sociales et fiscales? On n'en est nulle part. On n'a pas véritablement commencé, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les craintes. Parce qu'en matière de politique fiscale, les pays où la fiscalité est basse redoutent que l'harmonisation se fasse à la hausse et que donc ça ne se traduise pour eux par une augmentation de la charge fiscale. En matière de législation sociale, les pays où on a une législation qui est assez avancée, comme la France en particulier, redoutent que l'harmonisation se fasse à la baisse. C'est-à-dire qu'en définitive, on voit apparaître des phénomènes de ce qu'on appelle le dumping social, avec une réduction des avantages, enfin une diminution ou une disparition d'un certain nombre d'avantages acquis. Rien n'est joué pour l'instant, mais je crois qu'il faut être réaliste. Ça devra se faire. Premièrement, ça devra se faire, et deuxièmement, si ça se fait, tout le monde devra consentir des compromis. Certains perdront peut-être sur le plan fiscal, d'autres perdront sur le plan social. Je crois qu'il y aura des négociations qui vont s'engager, mais il n'y aura pas que des gagnants ou que des perdants. Bien sûr, c'est à ce moment-là que les gens seront confrontés véritablement à la réalité de l'euro. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, ces problèmes-là, de toute façon, la globalisation joue dans le même sens. C'est-à-dire, même s'il n'y avait pas l'euro, la globalisation, elle pousse à l'harmonisation. Donc cette harmonisation, elle n'est pas uniquement liée à l'euro. Il aurait fallu de toute façon, il y a un certain nombre d'adaptations. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir participer d'un côté à une économie qui est de plus en plus ouverte, de plus en plus globale, avec tous les avantages qui s'y attachent, et en même temps refuser les contraintes ou les inconvénients que ça comporte. On vit dans un monde de plus en plus global, les facteurs se déplacent librement, maintenant à peu près librement partout, donc je veux dire, la compétition est de plus en plus ouverte. Et donc, c'est vrai que les pays européens qui ont développé en matière sociale, par exemple, des législations extrêmement avancées, vont probablement devoir, au cours des décennies prochaines, revoir ces législations à la baisse. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va adopter, on va dire qu'on va jeter par la fenêtre tous les acquis. Entre-temps, en plus, les évolutions qui vont se produire ailleurs, il y a des revendications qui vont apparaître, et donc dans d'autres pays aussi, les législations sociales vont se développer. Mais l'euro n'est pas, je veux dire, c'est un facteur d'accélération de ces mutations, mais ces mutations, elles auraient de toute façon été rendues nécessaires par le phénomène de globalisation dans lequel nous sommes plongés. Ce qu'on peut peut-être rajouter, parce que c'est vrai que c'est très important de voir ça dans sa réalité. Et tant qu'on ne le voit pas, l'euro ne vit pas fondamentalement parmi les gens qui y sont confrontés. Et je crois que le fait d'avoir des frontières sous cet angle plus ouvertes fera que on pourra, par exemple, vous allez aller en Espagne et puis vous irez demain en Allemagne, vous allez trouver le même prix en euros pour le même objet. C'est à travers des choses comme celle-ci, petit à petit, parce que les mécanismes de rééquilibrage ne sont pas immédiats, mais vont certainement s'opérer, qu'on va commencer à sentir une réalité en marche. Mais ça prendra du temps. Et on s'aperçoit, par exemple, que pour les entreprises américaines que je m'arrive de rencontrer de temps en temps, celles-ci voient l'Europe comme étant un tout. Et elles se disent, bon, à travers ça, maintenant, je vais avoir un marché unique. Alors d'abord, on leur dit, attendez, un marché unique, vous savez, dans le fond, vous aurez peut-être quelques difficultés à vendre de la paella aux gens de Finlande, par exemple. Mais effectivement, c'est quand même un marché unique. Et pour eux, ils vont essayer de l'aborder en essayant de trouver des solutions qui font qu'ils vont harmoniser leurs prix. Ils sont déjà en train de regarder comment ils harmonisent leurs prix. La même entreprise a des différences considérables d'un pays à un autre. Donc, elle va aussi se poser la question, parce qu'aujourd'hui, il y a des centres qui ont des privilèges fiscaux. Et donc, c'est exactement cette question
Par exemple, la Belgique a des privilèges fiscaux, par exemple la Hollande a des privilèges fiscaux, par exemple le Luxembourg a des privilèges fiscaux, l'Irlande a des privilèges fiscaux, la France, elle voudrait bien, elle n'en a pas, mais les entreprises choisissent en fonction de ça. Et disent maintenant, alors, monsieur, qu'est-ce qui est le meilleur endroit où je dois m'installer aujourd'hui pour essayer de bénéficier d'avantages spécifiques? La meilleure réponse serait de pouvoir dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous ces pays ont réussi à trouver une harmonisation suffisante pour que vous ayez votre réponse là où vous voulez. Puis dans le fond, les qualités de vie, à Paris, c'est peut-être un peu mieux qu'ailleurs. Ou je sais pas, on peut peut-être trouver d'autres arguments. Malheureusement... Non, à ce sujet. Donc ça, c'est le genre de choses, je pense que dans un sens, c'est très bien. Parce que là, dans la même page... où était l'article que je vous citais il y a 2 minutes, on dit « Coup de semonce dans l'Europe des banques ». Descendent hier pour vérifier l'existence d'une entente illicite sur l'euro. Donc on soulève quand même un certain nombre de questions. Et moi je trouve que c'est très sain, évidemment. Très sain. Non, Marie, vous avez remarqué que j'ai pris les devants. C'est vrai, de toute façon, que les commissions ne disparaîtront pas parce qu'il y a un coût de service. Et donc, il y aura sans doute une réduction parce qu'effectivement, il y a un phénomène de masse, mais qu'il y a quand même une intermédiation qui existe. En revanche, le change ne devrait pas exister pour des opérations qui sont d'euro en euro. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des commissions de transfert, etc. Oui, mais un des reportages justement qui a été à la télévision la semaine dernière, c'était justement quelqu'un qui va changer des marques... qui veut changer des marques à Roissy pour des euros, qui paye l'équivalent, dans des francs, qui paye 40 francs de commission sur 100 francs. Mais oui, parce que la commission minimum... Non, la commission minimum est de 40 francs. Bon, alors que ce soit sur 100 francs que sur 2000 francs, et on dit à ce moment-là, là encore, le reflet dans les journaux, c'est mais pourquoi est-ce que ces charges restent aussi élevées, puisqu'en fait maintenant, la parité de ces monnaies étant garantie par la Banque Centrale Européenne, les banques ne prennent plus de risques. Ah non, mais c'est tout à fait absolu. Certains, sous l'angle du change lui-même, c'est-à-dire de l'opération de change, ils ne devraient plus, dans ce type de contexte, en revanche, il y aura toujours une commission de transfert, parce qu'il faut... La BNP ne prend plus de commission de change. J'ai pas dit que nous ne prenions pas de commission. D'abord, maintenant je me méfie, alors écoutez, voilà mon dernier bruit. Autre question. Vous allez vous trouver au chômage si vous arrangez les commissions. Eh oui. Une question pour François Denis. Vous avez dit tout à l'heure que c'est la Banque Centrale Européenne qui détermine les taux d'intérêt. Oui. Et ensuite, chaque pays non, les taux d'intérêt sont similaires pour l'ensemble des 11 pays. C'est 3% et c'est géré par là. Alors c'est 3% pour le jour et c'est un peu plus suivant les périodes, mais effectivement c'est 3% pour le jour. Donc chaque pays ne peut pas. Les États n'ont plus la maîtrise de la politique. C'est très important, effectivement. Parce que c'était des instruments de contrôle de la masse monétaire, etc. On pouvait jouer dessus. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des différences d'attitude. Oscar Lafontaine, par exemple, a fait une pression terrible sur la Banque Centrale Européenne pour que Duesenberg fasse baisser son taux, ce qu'il a absolument refusé de faire, en disant « moi pas du tout, je suis orthodoxe, je ne fais pas ». Parce qu'ils avaient le sentiment que c'était un moyen de relancer la croissance. Alors c'est vrai aussi que l'instrument du taux est un élément très fondamental, parce que on n'a pas parlé, mais je l'évoque 30 secondes, mais de l'euro face aux autres monnaies, et face au dollar, etc. Je dirais, aujourd'hui, l'euro a des taux qui sont de 3%, le dollar a des taux qui sont d'à peu près 5%, et on parle d'une remontée du taux du dollar. Alors dans le fond, est-ce que l'intérêt fondamental des 11 est de dire il faut que mon euro soit plus fort que le dollar? Je crois, parce qu'il y a un aspect compétitif. Et aujourd'hui, on laisse un peu filer l'euro au-delà des ambitions affichées, des gens qui se sont dit ça y est, c'est une monnaie qui va monter, elle va y aller, et tout le monde a spéculé un peu sur la hausse de l'euro, et puis après c'est retombé comme le soufflet. Et aujourd'hui, on se dit que dans le fond, les cours de l'euro par rapport au dollar arrangent un peu tout le monde. Et les prévisions que je disais, qui sont passées à la BNP d'ailleurs, je peux citer celle-là, étaient de dire ça sera 1,11. Ne spéculez pas sur ce que je viens de vous dire, mais on disait 1,11. Aujourd'hui, on est à peu près aux alentours de 1,11. Et donc, on voit point de stabilité, en sachant que les Américains, par exemple, disent maintenant, attendez, vous êtes bien gentils,
Et maintenant, moi, je supporte un peu le poids de la progression économique. C'est nous qui tirons un petit peu la croissance. Qui est-ce qui va le prendre demain? Et donc, ça sera forcément une certaine forme de négociation, et même si les marchés sont libres, dans le fond, rien n'est totalement libre. Et tout tient compte d'un certain nombre d'éléments dans un sens et dans l'autre qui arrivent à une certaine forme d'équilibre, mais qui ne sont jamais totalement neutres. J'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Comme je travaille lié à la bourse, que ce soit à Paris ou ici, j'ai besoin de savoir est-ce que le secteur financier en France va être gagnant en stabilité, vous savez, de fusion entre Société Générale, par exemple, et Paribas, etc. Et votre commentaire sur l'accord entre Francfort et Londres dans la bourse, et qu'est-ce que la Paris tient à faire pour ça? Alors, c'est sur les banques seront-elles gagnantes? Et je pense qu'en tout état de cause, et d'une façon plus générale, au-delà de l'aspect bancaire, ça entraîne un phénomène de concentration accrue en Europe. Et que notre culture n'était pas fondamentalement celle des méga-mergers, mais que nous y trouvons confrontés par la force des choses, et qu'à partir du moment où vous devez avoir une offre qui soit sur l'ensemble des 11 pays de l'euro, si vous êtes tout seul et sur vos seules frontières nationales, ce sera extrêmement difficile de pouvoir y répondre. Ce qui veut dire qu'il y aura des besoins d'investissement. Alors, ou ces investissements sont ceux que vous réalisez vous-même, ou ces investissements sont ceux que vous arriverez à acquérir à travers des alliances que vous pouvez faire avec d'autres banques. Alors nous, par exemple, pour vous donner un exemple, à la BNP, parce qu'on aime mieux des solutions purement BNP, on avait dit on va faire des alliances. Alors on a la Dresdner Bank, la BNP et la Dresdner ont des relations étroites depuis très longtemps. On ne sait jamais, peut-être qu'elles seront plus grandes, mais j'en sais rien, je serai le dernier informé. Mais nous avons signé des accords avec National di Lavoro en Italie, par exemple BBV en Espagne, Midland Bank en Angleterre, enfin c'est pas dans les 11, mais enfin ça compte, etc. Et tout ceci coûte quand même un peu, et je crois, quoi qu'il en soit, qu'on arrivera, qu'on le veuille ou non, à des aspects de concentration. Alors, il y a du bon et il y a du mauvais. La concentration fait que le message sera plus général et plus global. La concentration fait aussi probablement qu'il y aura des répercussions sur les niveaux d'emploi et sur les besoins d'investissement qui, de toute façon, restent très élevés. Je vous disais 300 millions de dollars, rien que pour l'adaptation à la migration à l'euro. C'est pas rien, mais il y en aura d'autres. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit forcément gagnant, mais je pense qu'on va simplifier beaucoup les messages, la communication, l'aspect de marketing, l'approche de la clientèle, etc., pour autant que la fiscalité reste semblable, par exemple. Et en ce qui concerne l'approchement entre Francfort et Londres, est-ce que Paris... Paris essaye d'en faire partie. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Donc, avec des systèmes de cotation automatique. Et donc quelque chose qui sera véritablement universel en Europe. Je voudrais élaborer sur le rôle de l'Allemagne. Jusqu'ici, l'Allemagne a été le chef de ce mouvement. Et quel est le rôle de l'Allemagne dans la Banque centrale? Alors, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que très clairement, vous avez absolument raison, les principes qui ont présidé à la mise en place de la BCE sont quand même très inspirés de la Bundesbank. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle celle-ci n'a pas demandé à présider la BCE, parce qu'elle était déjà servie, quoi, dans le fond. Donc, c'est des principes d'extrême orthodoxie en matière de gestion financière. Maintenant, c'est très difficile de dire comment tout ceci va évoluer. Et je pense qu'on prendra de plus en plus compte des sensibilités de chacun, et que la Banque Centrale Européenne devra être la banque de chacun des pays de cette Europe, où sans ça, on aura raté. Donc je crois que c'est ce qui va se produire, et moi j'en suis persuadé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des institutions dirigeantes de la banque, le Conseil des gouverneurs et le directoire, il y a une représentation uniforme, enfin non, pas tout à fait. Non, les petits pays ont un représentant, et les grands pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie ont 2 représentants. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette situation a aussi donné lieu à un moment très cocasse dans la construction européenne, parce que vous vous rappelez qu'au début du mois de mai,
quand on a dû élire ou nommer le gouverneur permanent de la BCE, presque tous les pays européens étaient en faveur de maintenir la candidature de M. Duesenberg qui était déjà en poste, sauf la France qui avait un candidat, M. Trichet, qu'elle voulait proposer. Alors vous vous rappelez que même jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si tout l'édifice allait s'écrouler sur cette dispute. Et finalement, il y a eu un compromis que moi je mets absolument dans cette catégorie de compromis européens, c'est-à-dire de choses qui font quand même avancer les choses, mais qui ont un côté un petit peu cocasse. Et on a annoncé que M. Duesenberg, qui devait donc être nommé pour 8 ans, avait décidé aujourd'hui que dans 4 ans, il ne pourrait plus assumer ses fonctions. Et que dans 4 ans, pour des raisons personnelles, il allait démissionner de son poste en faveur, vous le savez, du candidat français, M. Trichet. Alors ça a donné lieu évidemment à des tas de commentaires, et quand le président Chirac avait annoncé cette solution à la presse, les journalistes sont éclatés de rire. Et M. Chirac a eu une petite phrase qui maintenant est restée dans les annales journalistiques. Il a regardé les journalistes de façon très sévère, il a dit « On ne rit pas !» Et tout le monde, évidemment, s'est éclaté de rire de plus belle. Donc... Et quand on interroge Duesenberg aujourd'hui, il dit « Moi, je n'ai rien dit. » Mais il paraît qu'il a pris des engagements qui ont été enregistrés, donc il aura quand même du mal. Je voudrais revenir sur la réaction des Américains. Nous, on a remarqué qu'il y a 7 ans, 1992, Fortress Europe, c'était la grande peur des Américains. Alors, vous pouvez comparer leur réaction 92 et leur réaction 99 ? Disons que là, je pense qu'il y a eu une évolution, mais je pense que André et François sont peut-être aussi à même de répondre à cette question. Non, disons que j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une évolution très très importante de la part du public américain. Et je pense quand même qu'il y a eu, au moment du lancement de l'euro, il y a eu une espèce de double appréciation, enfin d'une part une certaine admiration que l'euro se faisait, que l'euro partait fort aussi, et quand même il y avait quand même sous-jacent cette petite inquiétude, est-ce que l'euro va vraiment concurrencer le dollar? Je pense que ça c'était les deux tendances que moi je notais à travers la presse, donc est un reflet, je pense, du grand public. Mais je pense que... Alors, moi, je pourrais peut-être rajouter simplement qu'aujourd'hui, on ne se trouve pas exactement dans les mêmes conditions qu'on se trouvait il y a 7 ans. Les rapports économiques ont très sensiblement évolué, et aujourd'hui, on discute plus dans une forme de partenariat dans un monde global, au plan économique. Par ailleurs, les crises de l'ensemble du reste du monde ont été tellement fortes, en Asie, en Amérique latine, en Europe de l'Est, qu'aujourd'hui, le partenariat, et même au Japon, que le partenariat doit se renforcer sensiblement entre les États-Unis et l'Europe, et donc c'est un peu comme ça, à mon sens, que les choses vont en train aujourd'hui de se discuter, et je crois que ce sera un bien pour tout le monde. Je crois par ailleurs même que ça aidera les uns ou les autres à partager les fardeaux. Et c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur ce problème de la croissance et de la nécessité de tirer la croissance. Et à mon avis, le monde politique américain était contre. Le monde économique a tout de suite vu qu'il y aurait une économie de transfert de la monnaie d'Amérique en France et aussi des produits manufacturés. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les milieux politiques étaient contre. Moi, je n'ai jamais noté, en tout cas, de déclaration qui aille dans ce sens-là. Je crois que de façon générale, ça a suscité pendant très longtemps une assez grande indifférence. Ensuite, dans les milieux spécialisés, depuis 2 ou 3 ans, il y a une certaine prise de conscience qui s'est faite que ça allait effectivement s'effectuer. Et puis, mais l'intérêt restait encore relativement mesuré et teinté un peu d'incrédulité. On se demandait toujours si ça allait se faire ou pas. Bon,
Mais je n'ai pas noté de réaction particulièrement négative de la part des milieux politiques. Au contraire, toutes les déclarations ont toujours été dans un sens plutôt positif et encourageant, en disant ce qui était bon, enfin le leitmotiv qui revient dans les déclarations politiques américaines des responsables politiques ou économiques, c'est de dire que tout ce qui est bon pour la stabilité de l'Europe est bon pour la stabilité des États-Unis. Ce qui veut d'ailleurs pas dire grand-chose. Est-ce qu'on peut acheter facilement des chèques de voyage en euros? Est-ce qu'on peut s'en servir en euros? American Express, je pense, les a mis en vente à partir de la fin du mois de janvier. Normal. Est-ce que c'est facilement accessible? Enfin, c'est encore balbutiement, mais oui, ça se trouve. Et on s'en sert facilement en Europe? On peut s'en servir dans tous les endroits qui ont un double affichage. Maintenant, c'est pas si encore tout à fait une réalité. Donc ça rejoint un peu votre remarque tout à l'heure. Je ne partirai pas avec des chèques de voyage en euros. Non. Pas pour l'instant. J'aimerais bien. On va quand même démarrer. Si vous le faites, je vous invite à nous soumettre un article. C'est intéressant. J'ai une question concernant l'Angleterre. Parce que l'Angleterre n'a pas signé le gouvernement d'Angleterre du traité de Maastricht. Si l'Angleterre décide de ne jamais joindre l'euro, est-ce que ça peut déstabiliser l'euro et l'Union monétaire par la suite? Oui, il y a deux. Voilà, vas-y. Je crois qu'il y a deux questions différentes. D'abord, est-ce qu'il est souhaitable que l'Angleterre rejoigne l'euro? Est-ce que c'est un problème pour l'euro que l'Angleterre ne soit pas dans l'euro? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il est probable que l'Angleterre rejoigne l'euro dans les années qui viennent ou pas? Est-ce qu'il y a une probabilité forte ou pas que l'Angleterre rejoigne l'euro dans les années qui viennent? Sur la première question, est-ce que c'est un problème? Je ne crois pas que ce soit un problème majeur. Ceci étant, ce serait mieux si, je crois que l'euro gagnerait en crédibilité si l'Angleterre en faisait partie. Donc je pense que tout le monde souhaite qu'à terme l'Angleterre fasse partie, enfin l'Angleterre adhère à l'euro. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une forte probabilité pour qu'ils adhèrent ou pas? Moi je suis persuadé qu'ils adhéreront. Et d'ailleurs, un certain nombre d'indicateurs qu'on voit actuellement dans la presse, à travers les sondages qui sont faits en Angleterre, montrent que les choses évoluent dans ce sens-là. Quand on interroge les Anglais aujourd'hui, les Anglais eux-mêmes aujourd'hui, 80% disent qu'ils pensent que rapidement, que dans les années qui viennent, l'Angleterre rejoindra l'euro. Ça ne veut pas dire qu'ils le souhaitent. Au niveau des souhaits, actuellement, on constate qu'il y a 40% des Anglais qui souhaitent que l'Angleterre rentre dans l'euro. Mais c'est beaucoup plus déjà qu'il y en a un ou deux. Donc à ce niveau-là aussi, au niveau des souhaits, on constate une évolution très, très sensible. Au niveau gouvernemental aussi, on voit une évolution très rapide. Et autant le gouvernement conservateur précédent était farouchement hostile à la perspective d'entrer de l'Angleterre dans l'euro, autant le gouvernement travailliste y est plutôt sympathique, même s'il ne peut pas le dire ouvertement. On sent bien que s'il en a la possibilité, après les prochaines élections, l'idée du gouvernement est de tenir un référendum, et si ce référendum est positif, de signer l'adhésion de l'Angleterre à l'euro. Oui, ce qu'on peut rajouter d'ailleurs, c'est qu'à fin janvier, il y avait 30 000 entreprises anglaises qui ouvert des comptes en euros. Donc d'ores et déjà, on sent qu'ils s'intègrent quand même à ce type d'approche. Par ailleurs, l'Angleterre a toujours eu une attitude parfois un peu contradictoire entre son opinion publique et les décisions politiques en ce qui concerne l'adhésion à l'Europe. Mais dans le fond, finalement, les choses se sont faites. Et on peut penser qu'elles se feront exactement de la même façon, surtout à un moment où l'Angleterre, comme le reste de l'Europe, est confrontée à un problème croissant de chômage et de difficultés économiques, alors qu'il n'y a pas si longtemps, elle avait le sentiment qu'elle était beaucoup plus belle et beaucoup plus rayonnante en ce qui concerne son propre développement, ce qui est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Je dirais même qu'elle va plutôt un peu plus mal que les grands pays d'Europe des 11 dont on a parlé tout à l'heure. Et quelles sont les prévisions avec la Suisse? La Suisse, pour l'instant, n'est même pas membre de l'Union européenne. A négocié des accords particuliers avec l'Union européenne. Alors il y a de façon récurrente un mouvement d'opinion en Suisse qui se manifeste en faveur de l'Union européenne. Je crois qu'il y a déjà eu un référendum, d'ailleurs, qui malheureusement n'a pas donné de résultat positif. Mais il est probable que la question va continuer à se reposer.
Surtout si on considère que la Suisse a toujours joué un rôle très important dans le monde bancaire et dans le monde des concentrations de capitaux et situations de capitaux, si fondamentalement elle est à l'extérieur de cette zone, est-ce que ceci ne va pas finir par lui poser des problèmes graves? Donc je pense qu'elle ne peut pas ne pas se poser la question. Mais effectivement, jusqu'à présent, elle a toujours voulu s'abriter de certaines formes de neutralité. Et maintenant, la neutralité, c'est parfois difficile, donc c'est difficile de répondre à votre question. Donc les Suisses sont comme les Anglais, des gens très pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils adhéreront à l'euro, d'abord si l'euro marche, ça marche. Et deuxièmement s'ils y voient des avantages. Ils pourront-ils garder le secret? Merci. Merci Merci à vous. Merci beaucoup.